Alors, merci beaucoup pour votre attention. Donc, on a eu une conversation extrêmement importante et intéressante ce matin sur toute la question de la promotion et le recrutement, avec bien sûr et bien évidemment ses opportunités et ses défis. Maintenant, on va passer à un sujet beaucoup plus terre-à-terre, sur le terrain. Ça, c'est les agents, les militaires qui sont sur le terrain pour s'assurer que peu importe le travail ou le message qu'on communique à l'extérieur du pays, bien, ces gens-là sont le visage du Canada et ils font en sorte que le message est transmis à travers les activités de tous les jours. Alors, j'ai le plaisir de présenter les panélistes, commençant par la présidente du panel, Mme Sylvia Kasparian. On a Mme Fleurette Landry, qui est avec la famille Petite Enfance francophone Sud Inc. au Nouveau-Brunswick. On a Mme Maha Imaziten, directrice générale du CAFI, donc le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Nouveau-Brunswick. Bienvenue, Maha. On a Wilgis Agossa qui remplace Bintou Sako, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et bien évidemment, peut-être que vous le connaissez tous et toutes, M. Shadi Belkhodja avec l'Université Concordia, précédemment l'Université de Moncton. Hein? Alors, si vous le permettez, je vais présenter la présidente du panel, Mme Sylvia Kasparian. Mme Sylvia Kasparian est professeure à temps plein à l'Université de Moncton en sociolinguistique et aussi directrice du laboratoire des données textuelles à l'Université de Moncton depuis 1992. Elle est co-directrice des Welcoming Communities Domain, mais donc des communautés accueillantes. C'est fini. She was, ouais, c'est vrai. Elle était à Metropolis, donc de 2008 à 2013. Donc, elle a un doctorat en sociolinguistique de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et elle mène des études à travers son laboratoire, des études analytiques sur toute la question de la représentation des minorités visibles. Elle travaille aussi, elle a intérêt sur toute la question des Premières Nations, des immigrants et aussi toute la question des données historiques, comme le 9/11, le 11 septembre, et de la représentation des dominations en ce qui concerne le génocide des Arméniens dans la communauté franco-canadienne. Alors, sans pour autant tarder, je vous présente Mme Sylvia Kasparian. Merci. Alors, nous, on va parler de l'accueil des réfugiés syriens dans ce panel au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Peut-être rappeler qu'il y a eu plus de 40 000 réfugiés syriens qui ont été accueillis par le Canada à travers le programme Bienvenue aux réfugiés, statistique qui date de la fin de janvier 2017. Donc vraiment, c'est important comme mouvement. Oui, le Canada sait accueillir. Le Canada s'est engagé à aider les réfugiés syriens et veut que cette expérience soit une réussite. Le Premier ministre se fait une fierté de vraiment réussir cette intégration et beaucoup d'efforts sont déployés afin que ce soit une réussite. Oui, l'accueil des réfugiés syriens au Canada a fait couler beaucoup d'encre et le Canada est désormais reconnu comme un chef de file au niveau mondial grâce à cette initiative, donc bienvenue aux réfugiés. C'est sûr que l'objectif à long terme, c'est que ces réfugiés soient autonomes et qu'ils trouvent du travail. Mais pour cela, ça exige la participation de l'ensemble des joueurs, y compris les administrations, les entreprises et la société civile, en bref, nous tous. Sans ça, c'est impossible. La transition et l'intégration que vivent les réfugiés, en général, au Canada, n'est pas nouveau. On a déjà eu des réfugiés. Ce qui est nouveau avec ce mouvement, c'est le nombre d'arrivées massifs, importants, et la vitesse à laquelle les réfugiés syriens ont été réinstallés. Donc, néanmoins, des défis subsistent en raison du nombre de nouveaux arrivants très vulnérables qui viennent au Canada après avoir fui une zone de conflit. Donc, ce nouveau type de réfugiés et la rapidité de réinstallation a posé plusieurs défis aux organismes d'accueil, mais une bonne volonté, une grande collaboration entre tous les acteurs et surtout l'appui du gouvernement permet un réajustement constant des services aux spécificités des réfugiés syriens, d'une grande vulnérabilité, car en plus du vécu traumatisant qu'ils véhiculent, ils ont souvent le défi non seulement d'apprendre une nouvelle langue, de s'insérer dans une nouvelle culture, mais aussi de s'insérer dans une nouvelle communauté avec un handicap. Pour une grande partie d'eux, c'est l'analphabétisme
et un grand décalage culturel, ne serait-ce que par rapport à si je prenais un exemple seulement, c'est le statut de la femme qui est déjà différent. Donc, il y a pour les familles qui arrivent un gros effort d'intégration. Devant ce drame humanitaire et en dépit des enjeux linguistiques, les communautés francophones en situation minoritaire ont exprimé le souhait d'accueillir des réfugiés syriens allophones au sein de leur communauté. Quelles stratégies et quels mécanismes ont permis de réussir un tel pari? L'aspect linguistique fait-il réellement une différence quant à l'accueil des nouveaux arrivants n'ayant aucune des deux langues officielles? Voici des questions qu'on se pose dans ce panel et auxquelles vont essayer de répondre nos 4 panélistes aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre première intervenante, Fleurette Landry, qui est directrice générale de l'organisme Famille et Petite Enfance francophone Sud Inc. au Nouveau-Brunswick. Rapidement pour dire qu'elle a un baccalauréat en éducation préscolaire et des études à la maîtrise en administration publique de l'Université de Moncton. Depuis la fin de ses études, elle a toujours œuvré dans le domaine de la petite enfance. Elle a entre autres travaillé dans une garderie éducative au niveau de la maternelle au Québec, enseigné au niveau de la première année et a été directrice régionale et provinciale des services de garde du Nouveau-Brunswick. Depuis déjà 26 années, elle est directrice d'une agence d'intervention précoce qui se nomme depuis 2013 Famille et Petite Enfance francophone Sud Inc. Elle va nous parler de l'accompagnement des familles immigrantes et réfugiées en petite enfance francophone. On a un peu de décalage au niveau du temps, mais on va essayer de respecter les temps de parole pour laisser la place à la discussion quand même. Alors, je vous cède la parole. Ça va? Oui, c'est déjà parti. OK, bien, merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Et comme de raison, je vais vous parler des services à la petite enfance francophone, mais dans les yeux de notre agence Famille et Petite Enfance, parce qu'il y a également autres services de la petite enfance francophone, mais aujourd'hui, ça va être surtout centré sur notre agence ici à Moncton. Puis comme de raison, pendant 10-15 minutes, ça va être un parcours assez bref, donc on ne peut pas aller très, très en profondeur dans les descriptions. Je voudrais quand même commencer par vous parler un petit peu de c'est quoi notre agence. Puis là, j'ai oublié ça. C'est vrai que c'est pas automatique. Comment? Non. OK. Notre programme, notre agence à nous, c'est un programme de visite à domicile, puis où on accompagne les parents qui ont des enfants de la naissance à 8 ans pour leur aider, surtout au niveau de différentes questions ou problématiques au niveau du développement des enfants. Et comme de raison, il y a différents critères pour être admis à notre agence, dont un est l'isolement et les nouveaux arrivants et tout ça. Nos interventions ont toujours comme but de favoriser le bien-être, l'apprentissage et le développement des enfants et de leurs familles. Donc, on est un programme qui est volontaire, qui est confidentiel. On s'adapte aux besoins de chaque famille qu'on visite. Et aussi, ce sont des services qui sont gratuits. On est subventionné à 100% par le ministère du Développement de l'éducation. Je veux toujours dire que la petite enfance vient avant l'éducation. J'ai tendance à dire le développement de la petite enfance et de l'éducation, même si c'est le contraire. J'ose espérer que je réussirai ce coup-là avant de me retirer. On est subventionné à 100% par le ministère, mais on est un organisme communautaire et géré par un conseil d'administration. La clientèle qu'on voit, c'est la clientèle des familles francophones, les familles exogames, les familles allophones et aussi quelques familles anglophones, mais tous des familles qui ont choisi de mettre leurs enfants à l'école francophone. Vous allez voir avec le... Oups, j'ai oublié... avec le territoire que vous voyez sur l'écran, puis là, je vais passer ça tout de suite. On a 7 agences comme la nôtre au Nouveau-Brunswick, 4 anglophones et 3 francophones. La carte que vous voyez, c'est les 3 agences francophones et nous,
on est la section en vert, donc on couvre 2/3 de la province. Et c'est un très grand territoire où on a les 3 plus grandes villes du Nouveau-Brunswick, dont Saint-Jean, Moncton et Fredericton. Et c'est aussi le 2/3 de la province où c'est un milieu pour les francophones très minoritaire. Donc, on doit se battre pour certains services de façon fréquente. Je me joins au monsieur du Manitoba et de la madame de l'Ontario qui parlent de la recherche des services, mais vous allez voir au cours de ma présentation que c'est très réel dans cette région des 2/3 de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, parce qu'on est on a les 3 provinces, les 3 villes les plus grandes, c'est aussi notre agence qui voit le plus de familles immigrantes ou de familles réfugiées. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le total des enfants qu'on voit en général à l'agence, c'est 397. Ça fait un total de 317 familles. Mais sur ces 317 familles-là, on a 31 familles que ce sont des familles immigrantes et aussi 27 familles qui sont des familles réfugiées. Donc, ça donne un total de 18,3 de notre clientèle, dont 58 familles sont des familles immigrantes ou réfugiées, qui est quand même un pourcentage assez considérable au niveau de notre clientèle. Donc, si je m'arrête maintenant plus précisément aux familles syriennes qu'on voit à notre agence, c'est sûr que dans la dernière année, ça a fait augmenter beaucoup notre clientèle au niveau des nouveaux arrivants. On a 21 familles syriennes à notre agence. Et un des premiers défis que je vous dirais, puis qui a été mentionné, c'est avec toutes les familles immigrantes et réfugiés avant qu'on a reçu à notre agence, on pouvait soit les servir en français, parce que c'était des immigrants francophones de différents pays, ou ils parlaient l'anglais, donc on pouvait aussi communiquer avec eux. Au niveau des familles syriennes, parce qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais, c'est sûr que notre premier défi, ça a été de faire application pour avoir des fonds pour pouvoir embaucher des interprètes pour nous aider à aller faire les services dans ces familles-là pour qu'on puisse se comprendre. Les autres chiffres qui sont sur ça, je trouve que c'est important parce que ça va revenir dans ma présentation, c'est que de ces familles-là qui ne parlent ni le français ni l'anglais, sur nos 21 familles, seulement 2 familles prennent des cours en français et toutes les autres familles prennent des cours pour apprendre la langue anglaise. Donc, c'est certain que ça aussi, ça va impliquer des défis parce que les familles commencent à parler un peu la langue, je dirais une des langues du Nouveau-Brunswick, mais malheureusement, les mots qu'on commence à comprendre avec les parents, c'est des mots en anglais. Donc, si on parle des obstacles, excusez-moi, là, mais j'ai besoin des lunettes pour proche puis pas de loin, ça fait comme... ça vient avec l'âge, ça a l'air, mais... Si on parle des obstacles fréquents qu'on rencontre, donc je vous ai dit déjà, c'était le manque de sous surtout et des fois au niveau d'interprètes, mais aussi c'est un obstacle pour les familles parce qu'au niveau de la communication, pour les autres familles qu'on va leur référer par exemple à différents services, les familles syriennes, on ne peut pas juste leur dire il y a un service au coin de la rue pour vos enfants. Il faut souvent faire le pas d'extra puis aller les accompagner parce que eux, ils ne comprennent pas la langue, donc ils doivent toujours avoir un interprète avec eux, souvent pour des services, pour qu'ils puissent aller se chercher des services aussi. Et un autre défi qu'on rencontre beaucoup au niveau des situations familiales, c'est qu'avant qu'on puisse rendre à travailler avec les enfants ou à travailler avec différentes problématiques au niveau des développements, les familles ont tellement de besoins de base. C'est sûr qu'ils ont eu déjà des logements, qu'ils ont déjà eu des différents biens quand ils sont arrivés. Mais malgré tout, on arrive dans les familles, ils veulent tout d'abord nous parler de leur logement. Très souvent, c'est des logements, ils ont des plaintes et ils ont raison de se plaindre des choses qu'on a vues.
ils ont encore des besoins de base. Beaucoup de familles n'avaient pas de vêtements d'hiver. Beaucoup de familles n'avaient pas les meubles nécessaires. C'est dur d'aller travailler avec des enfants quand ils ont une table de cuisine, mais pas de chaise encore. Donc, c'est toutes des choses. Ils nous parlent comment est-ce qu'on voudrait avoir un médecin de famille, comment on ferait pour se trouver un emploi. Les enfants qui sont à l'école, ils ont des mémos qui arrivent à la maison. Souvent, ils vont nous demander, pouvez-vous me lire et me décrire, me traduire qu'est-ce qui est écrit parce qu'ils ne comprennent pas. Ça fait que ça, c'est tous des défis que les familles et que nous, on doit travailler avec eux avant de se rendre à notre mandat principal qui est de travailler sur le développement des enfants. Aussi, au niveau de l'accompagnement et des services pour le soutien pour les familles, on se dit que il y a déjà beaucoup de services de soutien, mais des fois, on prend pour acquis que parce qu'on a dit quelque chose existait à une famille, que c'est correct, puis les gens, des fois, ne comprennent pas, bien, pourquoi est-ce qu'ils vous demandent ça de nouveau? On l'avait déjà dit, on l'avait déjà informé. Mais si on se met dans les souliers de ces familles-là, puis qu'on se retrouve dans un pays où on ne parle aucune langue et on a tout perdu ce qui nous appartenait, je pense qu'à un moment donné, on oublierait, nous aussi, puis on aurait besoin de se faire répéter des choses plus qu'une fois. Donc, c'est des choses qui sont normales. Au niveau de l'isolement, ça cause aussi, souvent, comme par exemple, nos autres familles réfugiées étaient isolées parce qu'ils ne connaissaient personne dans la communauté. Donc ça crée un problème. Mais au niveau des familles syriennes aussi, l'isolement fait qu'ils se tiennent beaucoup entre eux, ils se parlent beaucoup entre eux. Un défi que ça cause des fois pour nous, c'est que si on réussit à avoir un service ou quelque chose pour une famille, les autres familles savent qu'on a réussi à avoir ça pour une famille et ils vont nous questionner, mais pourquoi que moi, je ne peux pas avoir ça? Fait, des fois, ça cause des défis au niveau même de la qualité de service. Ils vont penser, bien, si moi, ils m'ont pas eu ça, c'est parce que le service est pas aussi bon ou la personne qui vient chez nous est pas aussi bonne que l'autre personne. Fait que ça crée ça, c'est surtout au niveau du travail. Donc, aussi, je dirais, le manque de services disponibles en français dans nos communautés, qui est un des gros problèmes. Je prends la région de Saint-Jean, par exemple, où on a notre clientèle à Saint-Jean et beaucoup de clientèle immigrante ou de familles réfugiées. C'est pas toujours évident quand les centres de ressources familiales, même s'ils reçoivent de l'argent du fédéral, nous donnent pas de services en français. Ils nous disent, trouvez-nous les activités, trouvez-nous les familles. Nous, on dit, non, c'est votre rôle d'offrir ce service-là, même si vous êtes dans une région comme la région de Saint-Jean. D'autres problèmes qu'on a rencontrés de manque de services disponibles, les familles qui prennent les cours de langue, pour certaines de ces familles-là, ils ont accès à des services de garde gratuits en anglais. Mais nous, par exemple, on a une famille qui veut que, même si elle prend des cours en anglais, elle veut que ses enfants se fassent garder dans des services francophones pour le préparer à l'école francophone, qui est très normal, selon moi. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, il a fallu qu'on dise, bon, on va faire une demande d'exception pour que le gouvernement donne des subventions pour qu'on puisse mettre l'enfant en service de garde francophone. À ce moment-là, ce qu'on se fait dire, ils ne peuvent pas avoir accès à des subventions aussi longtemps qu'ils reçoivent des subventions pour les familles réfugiées. OK, donc il faut faire une autre demande d'exception pour qu'on enlève cette règle-là, pour qu'on permette d'avoir des subventions. Fait que quand on doit faire demande d'exception sur demande d'exception pour qu'une famille syrienne ait des services de garde en français, on a fini par le réussir, mais ça prend du temps. Les parents qui ne comprennent pas le système se demandent qu'est-ce qui se passe, puis est-ce qu'on fait assez de démarches, mais c'est que c'est difficile je trouve que c'est le message que ça envoie à ces familles-là. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardueux d'avoir des services en français qu'en anglais. Donc, on n'est pas en train de faire de la belle promotion pour l'immigration francophone. Donc, selon moi, les services ou des services qui sont nécessaires, il faut vraiment bien accompagner les familles, pas seulement les informer de certaines ressources dans la communauté. On s'est vu avec certaines familles de devoir aller à la maison de Nazareth où il y a des meubles une première fois. C'est pas suffisant de leur dire allez à la maison de Nazareth. Il faut les accompagner. De référer pour des services, par exemple, au YMCA. Il faut aller au YMCA avec eux et leur montrer qu'est-ce que les mots principaux, comment faire pour qu'ils puissent après aller pour demander
demander le service eux-mêmes. Mais c'est important de le faire, même si des fois, il faut sortir de notre mandat. Je trouve qu'il faut aussi avoir plus de contact entre les services qui offrent les services d'accueil et les services dans la communauté. Parce que nous, je dois avouer que tous nos références nous sont venues du district scolaire francophone sud et non des agences principales, et je ne parle pas de ma collègue à côté, des agences qui étaient mandatées pour faire le premier accueil chez les familles syriennes. Donc, quand on a commencé avec ces familles-là, il fallait s'informer beaucoup de qui faisait le logement, qui s'occupait de trouver les médecins, qui s'occupait, parce qu'on ne voulait pas faire de duplication, mais les familles, c'est normal, eux, ils vont frapper à tous les portes qu'ils peuvent pour avoir les services. Et aussi, je pense que c'est important d'offrir des opportunités de recevoir divers services en français et plus d'encouragement à suivre des cours en français. Je trouve déplorable que on n'a pas assez mis d'emphase ou assez d'encouragement pour que les parents des familles syriennes apprennent à parler le français. Même venant de francophones, je l'ai entendu, puis tantôt quand on dit on doit aussi faire de la promotion auprès des francophones, je pense que si pas de la promotion, on a beaucoup de sensibilisation à faire. Comme on dit à ces familles-là, apprenez l'anglais parce que c'est la langue de travail si vous voulez vous trouver du travail. Donc, mais les enfants, eux, vont à l'école francophone. Puis, le fait que les enfants vont à l'école francophone, ils vont apprendre le français, mais les parents, puis les enfants, on le sait bien, dans le milieu où on vit, ils vont finir par apprendre l'anglais aussi, comme on l'a dit ça aussi tantôt. Mais les parents, eux, vont parler leur langue maternelle, qu'on ne veut pas qu'ils perdent non plus, mais ils vont aussi parler anglais. Donc, est-ce que les enfants, eux, et les parents, il va y avoir une langue que les enfants connaissent, c'est bien, mais les parents n'apprendront pas nécessairement le français. Et ça m'amène, parce qu'on est une journée... Pardon? Oh. OK, bien, j'arrive à... C'est une journée de réflexion, donc je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment compter sur les familles syriennes qui ont choisi l'école francophone dans le territoire du district scolaire francophone sud comme des familles qui vont faire une différence au niveau du nombre de francophones ou aider à maintenir la francophonie au niveau de notre province? Parce que je trouve qu'au niveau de la communauté, on ne fait pas assez de sensibilisation. Et si on veut que les immigrants francophones et ceux qui vivent, nos nouvelles familles syriennes, s'intègrent dans la communauté et deviennent des gens qui participent à la communauté francophone et qu'ils se battent pour la francophonie et qui font une différence au niveau de la francophonie, je pense qu'il faut qu'on commence à leur encourager à apprendre le français et à offrir beaucoup plus de services pour eux en français. Donc, rapidement, je pense qu'il faut sensibiliser tous les différents services d'agences d'accueil et tous les autres professionnels dans la communauté pour faire la promotion aux nouveaux arrivants de l'importance de se rendre et de choisir le côté francophone et pas seulement l'école francophone, mais de vraiment apprendre à vivre en français dans nos communautés, même si on est des communautés minoritaires. Et j'aurais pu aller beaucoup plus longuement sur l'accompagnement, mais je veux dire juste encore cette semaine, on accompagne un papa qui va aller faire son test de conduite parce qu'une fois qu'il aura son permis de conduire, il pourra conduire ses enfants à des services de francisation. Mais pour prendre son cours de conduite, il a besoin de comprendre c'est quoi les questions qui sont posées. Donc, on a eu la permission d'y aller avec lui et avec notre interprète. Donc, je termine là-dessus à cause de manque de temps, mais c'est très intéressant de travailler avec ces familles-là qui sont très reconnaissantes aussi. Merci. Merci. Alors, on passe à la deuxième présentation qui est faite par Maha Imazettin, directrice générale du Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, qu'on appelle le CAFI. Ce que je pourrais dire de Maha, elle est originaire du Liban où elle a débuté sa carrière comme chargée de cours en pédagogie et en enseignement des langues étrangères à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Maha Imazettin a aussi vécu pendant une vingtaine d'années en région parisienne, en France, où elle a occupé plusieurs postes de gestion d'équipe et de projets à l'international dans le domaine de l'édition, de la formation et des nouvelles technologies.
Elle possède une maîtrise en éducation et un MBA cadre en management international de l'Université du Québec à Montréal. Voilà. Depuis son arrivée à Moncton, elle s'est engagée comme bénévole auprès des réfugiés syriens, ce qui lui a permis de comprendre les défis canadiens pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la communauté d'accueil et de remplir aujourd'hui son mandat comme directrice de centre d'accueil d'immigrants. Ayant voyagé dans plus de 20 pays et vécu dans 3 continents différents, elle tient à faire avancer la cause immigrante et le dialogue entre les communautés. Donc, elle va nous parler aujourd'hui. Donc, elle va intégrer les enfants des réfugiés à l'école francophone, un facteur de construction citoyenne et de l'identité francophone. Voilà. Merci Sylvie et merci Fleurette d'avoir fait cette promotion passionnée des services en français. La barre est haute. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler d'une expérience que nous avons vécue avec le Centre d'accompagnement francophone, donc le CAFI. C'est une expérience qui a eu lieu cet été parce que je voulais apporter une note de travail qui a été fait sur le terrain et rapprocher un peu tout ce travail terrain avec toutes les problématiques qui ont été évoquées ce matin et tout à l'heure par Fleurette. Donc, juste pour situer un peu le contexte, on rappelle que... Est-ce que vous m'entendez comme ça, là? Oui, parce que j'ai l'impression d'être accrochée. OK. Donc, pour situer un peu le contexte, on l'a dit tout à l'heure, le Canada a accueilli à peu près 40 000 réfugiés syriens et rien que dans la région du Grand Moncton, je pense qu'on est autour des 400. Donc, comparativement, statistiquement, le nombre est quand même conséquent. Et ce sont donc, comme on le sait tous, des familles allophones, donc n'ayant ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Ce sont aussi des familles nombreuses, donc des familles ayant en moyenne 4 à 5 enfants, en très bas âge, des enfants qui sont nés pour la plupart dans les camps de réfugiés. Donc ce sont des enfants qui n'avaient connu aucune structure scolaire, aucune structure telle qu'on la connaît nous aujourd'hui au Canada ou ailleurs. Ce sont aussi des familles qui souvent sont venues de milieux socioculturels plus ou moins modestes et Sylvia l'a évoqué tout à l'heure, donc des vrais problèmes d'illettrisme et d'analphabétisme qui fait que l'apprentissage de la langue, quelle que soit la langue, peut être un véritable défi. Donc, les enjeux d'établissement sont de taille. Ça, c'est un constat que tout le monde peut faire, que tout le monde a fait déjà au départ et que tout le monde peut faire un an plus tard. Le défi d'intégrer ces familles-là dans la communauté en général, puis de les intégrer dans une minorité linguistique sont quand même assez conséquents. Le choix du CAFI comme centre d'accueil et d'établissement a été de choisir un des axes, puisque Fleurette l'a évoqué tout à l'heure et ce qu'elle décrit, c'est des réalités qu'on vit tous les jours. Les besoins sont illimités en termes d'accompagnement. On pourrait faire de l'accompagnement personnalisé pour chacune des 400 personnes qui sont là. Maintenant, ayant bien sûr des ressources limitées, il faut parfois choisir certaines batailles et donc pour nous, l'axe prioritaire l'été dernier a été de travailler avec les enfants. C'est parti d'une volonté de certaines familles. Donc aujourd'hui, il y a 20% des familles qui ont été accueillies dans la région du Grand Moncton qui ont exprimé le souhait de inscrire leurs enfants à l'école francophone. Et donc, ils ont demandé au CAFI de travailler de manière concrète pour amener les enfants à se préparer au système scolaire. Donc, je rappelle, ces enfants-là, n'ayant pas connu de structure scolaire, ne parlant pas le français, comme l'a évoqué Fleurette, les parents n'ayant pas du tout l'intention non plus d'apprendre le français, parce que c'est considéré comme étant plus complexe, ne serait-ce que c'est le préjugé culturel, c'est plus complexe d'apprendre le français que l'anglais quand on vient d'un pays du Moyen-Orient. Par contre, ces familles-là connaissent le modèle du Liban. Et là, j'étais vraiment dans ma zone de confort parce qu'au Liban, effectivement, on peut choisir d'être scolarisé en français ou en anglais. Et les personnes qui sont scolarisées en français finissent par être trilingues. Donc, je rassure Fleurette, quand on est scolarisé en français, même ayant des parents non francophones, on finit par apprendre le français, l'anglais et l'arabe. Je peux faire cette présentation dans les 3 langues facilement. Donc, c'est un modèle qu'ils connaissent vraiment bien.
Et c'est un modèle qu'ils avaient. Ils ont saisi la chance, ils ont compris que c'était quelque chose qu'ils pouvaient répliquer ici. Donc, les familles qui ont choisi le modèle français l'ont choisi, le système francophone scolaire l'ont choisi pour justement amener leurs enfants à devenir bilingues, voire trilingues. La langue arabe restera pour toujours leur langue maternelle. Et donc, le travail qu'il fallait faire, c'était vraiment un travail de francisation. Mais très vite, on s'est rendu compte que l'apprentissage linguistique ne pouvait pas se faire sans passer par d'autres types d'accompagnement. Ce sont des enfants qui ont vécu des véritables traumatismes. Il était très difficile pour certains d'arriver le matin et de laisser la grande sœur ou le grand frère. Donc, on avait séparé les groupes. On a fait un camp d'été avec à peu près 70 enfants. Pas tous des Syriens, parce qu'on voulait quand même créer un milieu francophone. Donc, il y avait d'autres immigrants francophones, il y avait des enfants allophones, des Canadiens. Donc, on voulait vraiment favoriser le multiculturalisme, parce que le but étant de créer un milieu inclusif, et donc pas seulement un milieu où les enfants se retrouvent entre eux. Mais on voyait quand même que les enfants avaient vraiment du mal à se détacher. Donc, il y a tu en parlais tout à l'heure de cet isolement. Et, généralement, avec les traumatismes d'après-guerre, on a cette sorte d'attachement compulsif à l'adulte ou à la grande sœur ou au grand frère. Donc, c'était vraiment assez difficile. On les a amenés progressivement vers ça. Il y avait aussi tous les problèmes liés à vivre en communauté, donc discuter tranquillement. Et là, je ne parle même pas du niveau linguistique, donc le non-verbal, qui pouvait exprimer aussi certaines situations de traumatisme que ces enfants avaient vécues. Donc là aussi, il fallait les amener vers discuter, débattre tranquillement, jouer avec l'autre, céder la place, accepter de perdre dans un jeu. Et donc tout ça s'est fait à travers le jeu, à travers la culture. J'ai adoré tout à l'heure ce que disait Justin, je pense qu'il s'appelait, quand il parlait de destination Acadie, que l'Acadie, c'est la culture. C'est vraiment ça, on le retrouve aussi dans notre forme d'accompagnement à l'éducation, parce que c'est vraiment, apprendre le français se fait aussi à travers la musique, et ça se fait aussi à travers le théâtre, ça se fait aussi à travers le jeu. Donc c'est vraiment créer une expérience positive pour être en contact avec le français. Le camp d'été a donc duré à peu près 8 semaines, pendant lesquelles les enfants arrivaient à 9h du matin et repartaient chez eux à 16h de l'après-midi. Il a été mis en place de manière très coordonnée avec le district francophone sud. Il a été financé en partie par IRCC, puisque nous n'avions pas à la base été mandatés pour accueillir les réfugiés syriens, mais nous avions par la suite eu un financement pour faire ce genre d'accueil et d'accompagnement. Donc nous avons utilisé une partie de ces fonds pour la francisation. Et puis je tiens vraiment à remercier le gouvernement provincial, donc Croissance démographique, parce qu'ils ont débloqué des fonds très rapidement, vu que c'était un projet qui est né en juin, qui a été mis en place en juillet. Donc, merci la province. Donc, pendant 8 semaines, ces enfants arrivaient. Ils ont appris ce que c'est que d'être dans une salle de classe, puisque ça se passait dans une école, vu qu'il y avait un véritable partenariat avec le district. Ils ont compris ce que c'est qu'un autobus scolaire. C'est un autobus scolaire jaune qui les emmenait le matin, qui les ramenait le soir. Le chauffeur du bus a compris aussi que certains défis pouvaient exister. Donc, c'était une préparation, je dirais, de part et d'autre. Les tuteurs et tutrices ont vécu aussi certaines situations parfois difficiles, pas seulement à cause du décalage linguistique, mais aussi, je dirais, à cause du décalage culturel. Donc, il y a vraiment un apprentissage qui s'est fait de part et d'autre. Au final, je pense que là, j'ai choisi vraiment de faire des slides qu'avec des photos. Et on voit quand même que les visages sont souriants, puisqu'au final, c'était une expérience très positive, vu que tout le monde a joué le jeu. C'était vraiment s'amuser en français, vivre une expérience positive en français. J'avais des tutrices en larmes dans mon bureau de temps en temps, mais je leur expliquais que leur objectif, c'était vraiment d'essayer, c'était un camp d'été, leur objectif, c'était d'essayer de faire vivre une expérience positive aux enfants, qu'ils n'apprendront probablement pas 200 mots en français à la fin des 8 semaines, mais qu'ils apprendront à vivre en français de manière positive. Donc, à partir du moment où on a accepté de ne pas mettre les attentes linguistiques extrêmement hautes, les gens ont vraiment commencé à prendre du plaisir de part et d'autre.
Certains parents étaient choqués, je dois le dire. Donc, quand je parle du décalage culturel, certains parents syriens venaient me dire « Mais ils ne font que jouer, là, c'est pas normal. » Ça aussi, c'est un apprentissage, c'est une adaptation à une autre forme de système, une autre approche pédagogique. Donc, ça aussi, c'était une manière de sensibiliser et préparer les parents pour la rentrée scolaire qui a donc eu lieu en septembre. Donc, pour finir, je dirais que oui, la construction citoyenne passe d'abord par l'apprentissage linguistique, mais je dirais qu'elle passe surtout par l'expérience qu'on a avec une langue, que probablement ces quelques familles syriennes ne seront pas là pour rétablir l'équilibre linguistique, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif. Que bien sûr, en tant qu'organisme francophone, nous voulons absolument continuer à offrir des services en français aux allophones, mais que pour nous, la véritable victoire, ça a été de ramener ces familles-là, ces enfants-là, vers une expérience de vie, une expérience de collectivité, qui est très positive, avec des tuteurs francophones, des tuteurs acadiens, découvrir d'autres enfants du même âge qui viennent de l'Acadie ou qui viennent d'autres pays francophones, et donc vraiment vivre une francophonie plurielle. La dernière journée, on a eu un très bel événement où il y avait la ville de Moncton, donc Angélique, que je vois ici, Madame la mairesse, qui nous avait appuyé aussi parce qu'on avait offert des albums de livres en français aux enfants qui parlent d'ailleurs du parcours d'immigration. Et les parents étaient vraiment en larmes. Et là, ce n'est pas une image, c'est vraiment le cas. Les parents étaient en larmes parce qu'ils voyaient leurs enfants chanter, ils entendaient leurs enfants chanter en français. Et pour eux, c'était vraiment un défi extraordinaire. Et puis, ils les voyaient évoluer sur scène. Il y avait un très beau spectacle. Et ce qui m'a personnellement beaucoup touchée, c'est une maman qui vient me dire « Merci d'avoir appris à mon enfant de redevenir enfant ». Donc, rien que pour ça, je me dis « ça valait la peine ». Alors aujourd'hui, pour conclure, oui, les défis restent de taille, les défis d'accompagnement, les défis de sensibilisation de part et d'autre, les ressources pour aider les parents qui, encore une fois, ne sont pas francophones à pouvoir accompagner leurs enfants qui eux veulent rester dans le système francophone, donc comprendre les messages de l'école, venir participer à certains événements, la fête de Noël, tous les parents sont conviés. C'est sûr que s'ils ne comprennent pas le message, ils ne peuvent pas venir. Ou même parfois culturellement, ils ne savent pas comment venir ou quoi faire, etc. Donc, avec le CAFI, dès qu'on organise des événements, on fait aussi appel à un interprète, ça c'est vrai. On sort un tout petit peu du mandat que francophone. Donc, effectivement, on va faire appel à un interprète pour que ces familles viennent dans nos événements francophones, socialisent avec d'autres francophones. Et là, vous voyez une des familles, que Fleurette connaît, je pense, qui était vraiment très, très, très fière de participer à une soirée familiale où il y avait 250 personnes de tout horizon et de porter le drapeau canadien. Donc, encore une fois, défi relevé pour certaines familles, peut-être pas tous, mais je pense que c'est vraiment à petits pas qu'on va y arriver. Merci. Merci. Alors, notre troisième intervenant est Willis Agossa, qui est originaire de Cotonou, ville métropole du Bénin, Afrique de l'Ouest. Il est diplômé en droit des affaires de l'université d'Abomey-Calavi. Willis est devenu passionné de journalisme et de communication après avoir participé à un programme d'échange en journalisme et droits humains organisé par Jeunesse Canada Monde. Après cette belle aventure qu'il a conduite pour la première fois au Canada, il est retourné exercer la profession de journaliste et présentateur radio au Bénin. En 2010, il revient comme résident permanent au Canada et s'établit au Manitoba. Dès son arrivée au Canada, il a travaillé pour la presse écrite canadienne. Il a œuvré pendant 5 ans au sein de l'hebdomadaire La Liberté du Manitoba. Une envie de contribuer à sa communauté et un désir de cohésion sociale et d'épanouissement des personnes provenant de l'immigration ont poussé Willis à se réorienter dans le domaine de l'accueil des immigrants et des réfugiés. Depuis 2015, il travaille pour l'accueil francophone du Manitoba, où il est adjoint exécutif et responsable des communications. Béninois d'origine et canadien d'adoption, Willis est surtout passionné de créer des ponts dans la communauté et de favoriser le plein épanouissement de ceux qui viennent enrichir le Canada en y faisant leur chez-soi. Alors aujourd'hui, il va nous présenter
la collaboration, le partenariat et l'intégration de l'immigrant. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je présente d'abord les excuses de Bintou qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et moi, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler donc de ce thème, collaboration, partenariat et intégration du nouvel arrivant. Et nous allons mettre un peu un focus sur ce qui a été fait, le travail que nous avons fait à l'accueil francophone avec les réfugiés syriens que nous avons eu le plaisir d'accueillir. Alors, juste, je vais prendre le petit machin pour défiler. Merci. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, l'accueil francophone, c'est un organisme qui a été créé en 2003 par la Société franco-manitobaine qui ont commencé à voir venir beaucoup d'immigrants s'installer au Manitoba. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes qui viennent s'installer au Manitoba et qui parlent français, qui viennent de pays francophones? Il faut les accueillir et il faut les aider à s'établir, il faut les aider, il faut les servir en français. Donc, voilà un peu pourquoi l'accueil francophone a été créé. On est parti d'un employé à aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine d'employés. On est parti de 10 clients en 2003 à aujourd'hui environ 600 clients et parfois plus par année. Alors, en 2009, l'accueil francophone a eu également la Convention d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui nous donnait la possibilité donc d'accueillir des réfugiés. Donc, je parle du programme RAP, programme d'aide à la réinstallation. Alors, après ce programme, donc l'année dernière, on a eu la grande chance, honneur d'accueillir les réfugiés, de faire partie également du travail qui a été fait avec les réfugiés syriens au Manitoba. Donc, dans ce travail, c'est sûr, il y a eu de nombreux défis, mais ce que nous pouvons retenir clairement, c'est que c'est l'engagement de toute une communauté qui voulait accueillir, qui voulait que des personnes qui viennent chez eux soient heureux, soient bien installés. Et aussi, on peut retenir la joie de travailler avec tout le monde, beaucoup d'organismes qui étaient autour de la table et qui ont accepté de contribuer donc à ce travail humanitaire, très humain. Alors, nous taillons beaucoup d'importance à l'accueil francophone, à la collaboration. Donc, personne n'est mis sur la touche, tout organisme qui veut pouvoir contribuer à aider les nouveaux arrivants, les immigrants et réfugiés qui viennent chez nous. Ces personnes sont donc les bienvenus et ils viennent discuter chaque jour avec nous. On encourage la collaboration avec tous les organismes communautaires. Donc, parce que également on mise sur le mandat et les forces de chaque organisme. Quand on prend un organisme qui travaille dans le domaine de l'employabilité, c'est pas nous autres qui allons faire le travail. Même chose pour l'entrepreneuriat. Et on sait, on est très conscient que c'est seulement en travaillant avec toutes les différentes structures qu'on pourra maximiser les chances d'épanouissement et d'intégration de ces nouveaux arrivants dans la communauté d'accueil. On mise également sur la connexion communautaire. Je suis un nouvel arrivant, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui peut me permettre de découvrir la communauté d'accueil et de pouvoir en parler avec fierté, de pouvoir donc me sentir vraiment faisant partie intégrante, entière de cette communauté. Donc ça, c'est également un travail qu'on fait et à travers ça, on organise beaucoup d'activités pour permettre donc aux nouveaux arrivants, qu'ils soient réfugiés syriens ou pas, de pouvoir rencontrer la communauté d'accueil, de pouvoir discuter avec la communauté d'accueil et de créer des ponts. Ce qu'on a comme leitmotiv, c'est vraiment plus de personnes, il y a plus, le mieux c'est. C'est-à-dire, seul on ne pourra pas faire le travail. Et chaque employé de l'accueil est engagé, chaque partenaire est engagé, mais au-delà des partenaires, c'est vraiment toute la communauté qui est engagée. Pour revenir au travail avec l'accueil des réfugiés syriens, je dois commencer vraiment en rendant à César ce qui est à César. C'est vraiment le RIF, le réseau en immigration francophone, ici représenté par la coordonnatrice Salwa, à qui je tire un coup de chapeau, qui nous a vraiment positionné, qui a fait vraiment
un gros travail pour que l'accueil francophone soit impliqué entièrement dans ce projet. Parce qu'au départ, plusieurs personnes se demandaient pourquoi l'accueil francophone, qui a le mandat d'accueillir des personnes francophones, est impliqué dans ce projet. Et la question c'est, la plupart de ceux qui viennent ne parlent ni français ni anglais. Pourquoi l'accueil francophone ne pourrait pas également les aider à s'installer dans la communauté? Donc, le réseau d'immigration francophone a fait un gros travail dans ce sens. La société franco-manitobaine était également là pour appuyer ce travail, pour dire oui, nous comme communauté francophone, on veut vraiment accueillir ces personnes, faire une place à ces personnes chez nous. Donc, quand le travail a commencé, il y a eu des présentations avant et pendant, des présentations pour permettre des ateliers de présentation pour permettre à la communauté d'accueil de connaître les personnes qui vont venir chez nous. Comment est-ce qu'ils vivent chez eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme traumatisme et autres. Ça nous permet de nous préparer à mieux les accueillir, à mieux les servir. Donc ce travail a été très utile et ça a permis également de mieux comprendre la culture des personnes et également quand ils sont venus, nous autres aussi on a eu à faire plusieurs orientations, plusieurs ateliers qui leur ont permis de connaître la culture de la communauté d'accueil. C'est quoi le Manitoba? C'est quoi l'histoire des Franco-Manitobains? D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi les gens vivent comme ça? Pourquoi il y a l'importance de défendre la francophonie au Manitoba? Donc c'est autant de choses qu'on fait avec eux, qu'on a eu à faire avec eux. Et c'est un travail qui continue parce que le travail d'intégration, ça va se poursuivre pendant longtemps encore. Tout le monde en a besoin. C'est un petit pas à la fois. Alors, à l'accueil francophone actuellement, on a développé une douzaine d'ateliers en partenariat avec 2 professeurs pour qu'on offre à des organismes de la communauté qui sont intéressés à comprendre les cultures, les différentes cultures qui viennent enrichir la francophonie aujourd'hui. Un atelier, par exemple, c'est la dimension arabo-musulmane. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'était toutes des choses très intéressantes. Et je dois dire que notre premier partenaire, c'est vraiment la communauté tout entière. Et on l'a vraiment ressenti à l'accueil francophone quand le projet a commencé. Alors, les gens étaient vraiment présents pour nous appuyer et ce sur quoi on mise, ce qu'on encourage vraiment à l'accueil francophone, c'est de mettre vraiment l'humain au cœur de nos actions. Alors, les personnes étaient là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Juste de prendre le temps de discuter avec ces personnes, d'échanger, même si on ne se comprend pas, les gestes parfois nous aident à créer des ponts, à tisser des liens. Et je pense que ça les touche beaucoup. Je me rappelle l'une des fêtes de la communauté musulmane où il y avait eu, c'est le Ramadan, où il y avait eu, après qu'ils soient allés à la prière, une délégation, vraiment presque tous étaient venus au bureau chanter, remercier et ça, pour nous, c'est juste ça notre récompense, de sentir que les personnes ont eu ce qu'ils voulaient, de sentir qu'ils ont eu le nécessaire et qu'ils sont contents, ils sont épanouis. Alors, au niveau de la communauté, il y a eu des confections de couvertures qui ont été données à tous les petits-enfants. Il y a eu une personne de bonne volonté qui a fait un don pour des suppléments de loyer pour aider également ces réfugiés-là à payer leur loyer parce que c'est pas toujours facile. On a eu l'aide également de la Winnipeg Foundation, la fondation Winnipeg qui nous a donné. Il y a eu un de nos bénévoles qui a fait don d'une vanne pour nous aider dans le transport parce que c'était l'un des défis qu'on avait. Il y a eu des kits de bienvenue et plein de choses comme ça. Alors, partenaires clés comme partenaires clés, il y a certainement IRCC qui nous aide beaucoup. Il y a la province du Manitoba. Il y a les agences de logement et les propriétaires de bâtiments parce que plusieurs personnes nous ont demandé. Un succès qu'on a eu vraiment, c'est de pouvoir placer très rapidement les gens quand ils arrivaient au Manitoba. Personne n'a été à l'hôtel. Alors, c'est vraiment les liens qu'on a eu à tisser avec les propriétaires de logements, entre autres, qui nous a permis de faire ce travail. Donc, ils étaient conscientisés par rapport à ça et nous aidaient dans la recherche de logements.
de façon très active. Il y a également des organismes communautaires, il y a plein d'autres organismes, les divisions scolaires, le CEDEN pluriel, et je peux en citer encore. Au niveau du logement, on a un logement de transition qu'on gère grâce à une collaboration qu'on a avec un partenariat qu'on a encore avec la Corporation catholique. Et puis, ce logement est là depuis quelques années. Donc, ça nous permettait, dès qu'on a des réfugiés, de bloquer ces unités pendant qu'on avait les réfugiés syriens pour leur permettre d'être là le temps de trouver un logement permanent. Nous avons aussi dernièrement un partenariat avec l'archidiocèse de Saint-Boniface où on a quelques appartements qu'on loue pour permettre également d'accueillir ces personnes. Mais un des partenariats clés, implication directe, et là encore, le RIF a joué un grand rôle. Il y a un des membres du RIF, l'Université de Saint-Boniface, qui nous a donné quelques unités pour accueillir donc ces réfugiés syriens, pour installer ces réfugiés syriens, parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de place dans les logements de transition pour faire le travail, et l'Université de Saint-Boniface, pendant quelques mois, a dit, on a des unités qui sont libres, vous pouvez les utiliser. Et c'était vraiment une façon communautaire de s'impliquer directement dans le travail, dans l'accueil des réfugiés syriens. L'intégration, c'est toujours un défi, c'est un processus. On va parler, pour s'intégrer, il faut certainement que la personne passe par l'épanouissement. Il faut qu'il passe également par la connaissance de là où il est arrivé pour vivre. Et on a donc un programme de suivi. Et au départ de l'initiative syrienne, on a pu avoir un bénévole par famille syrienne, ce qui nous aidait beaucoup dans le travail. Alors les bénévoles étaient impliqués, ils parlaient arabe également, et c'était en quelque sorte un pont entre nous puis les réfugiés syriens, parce que leur suivi demandait beaucoup de travail. Il fallait les contacter très souvent, il fallait pour toute question, parce qu'il y a le défi de la langue, il fallait qu'on soit avec eux. Alors les bénévoles, chaque jour quasiment, les appelaient pour avoir des nouvelles. Ils se sentaient alors que la communauté était toujours là pour eux. Et ça a été vraiment un succès. Alors, comment se fait le suivi en général? Donc, ça se fait assez souvent et selon les cas. S'il y a des cas particuliers qui demandent un suivi journalier, on le fait. Et on fait également de l'interprétation et de la traduction parce que vous allez le voir tout à l'heure, quand ces personnes ont des défis de santé et tout, ils ont besoin qu'on soit là pour eux. Alors justement, pour parler des défis, c'est vraiment l'un des défis majeurs, c'était d'abord la langue, la barrière de la langue. Il fallait travailler avec ça. Il y a le défi de santé. Plusieurs personnes sont venues avec de gros problèmes de santé. Donc il fallait faire des suivis particuliers, être présent pour eux, les soutenir. Ils avaient besoin vraiment qu'on soit là. Ils avaient besoin d'être écoutés. Et l'accueil francophone était devenu, puisque c'est nous qui les avons accueillis, c'était devenu vraiment le lieu de référence où ils pouvaient aller pour avoir leur service. Et la différence culturelle, je dois dire, était parfois également un choc pour certains. Mais avec ça, le travail qu'on fait dans le sens de la connexion communautaire aide vraiment à les rapprocher de la communauté francophone. Il y a plusieurs qui, quand ils viennent, sont intéressés d'apprendre quelques mots en français, de dire un bonjour par-ci, par-là. Et également, ils essaient également de nous apprendre quelques mots en arabe, parce que pour eux, c'est ça aussi, l'intégration, c'est de se sentir tout aussi à l'aise avec nous que eux, ils le sont avec nous. Je vais terminer ma présentation et il y a juste une vidéo que je vous propose de voir qui résume un peu le petit travail, le travail qu'on fait au sein de la communauté au Manitoba. On attend la vidéo.
fois assis au bord du trottoir, assis tout seul, ayant personne à ses côtés. Et dans la rue, il court, jour et nuit, pieds nus, tout seul et sans espoir. Nous sommes une partie vibrante de cette communauté. Nous avons notre place et je pense qu'en travaillant ensemble, on peut réussir. Vraiment, les gens qu'on veut célébrer, ce sont des gens comme vous qui vous êtes intégrés dans la communauté francophone. On vous appelle des nouveaux arrivants, mais vous êtes immédiatement adoptés de la communauté francophone. La culture est universelle. Pas besoin de comprendre les paroles pour comprendre le message. Mais le temps passe. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. On voit vraiment ce que la communauté est aujourd'hui et on va continuer à grandir ensemble comme communauté francophone. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors, on passe rapidement à la dernière présentation qui sera faite par Chedli Belkodja, ancien collègue qui se retrouve maintenant à l'Université Concordia, où il est professeur et directeur de l'École des affaires publiques. Très brièvement, pour Chedli, je dirais que ses recherches portent sur les questions de l'immigration dans les villes de taille moyenne et dans les régions de faible immigration et les discours et représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Il mène également une réflexion sur le phénomène du populisme et des nouvelles idéologies de la droite. Il va nous présenter aujourd'hui, sa présentation s'intitule « L'accueil et l'établissement des réfugiés syriens à Moncton, un effort communautaire ». Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'aller rapidement parce que ce serait bien qu'il y ait des questions. Je vais surtout parler peut-être d'un point de vue de chercheur et vous parler un peu de cette recherche que j'ai menée dans ce volet. En fait, c'est une des recherches que j'ai menées cette année. Il faut dire que c'était assez une bizarre année parce que quelques semaines avant de venir à Moncton en décembre 2016, j'étais en France pour une autre recherche à Destination Canada. Donc ce matin, j'avais envie de parler sur les deux, mais je ne pouvais pas vraiment. Puis il y a eu une question, juste revenir Destination Canada, quand vous disiez qu'il y avait 3500 personnes qui sont passées à peu près au salon. C'est intéressant aussi, c'est de voir la diversité, l'origine de ces candidats. Donc on est en France, oui, mais il y avait, moi je dirais peut-être 25 à 30%, c'était peut-être des Français d'origine maghrébine, Afrique de l'Ouest. Donc il y a aussi une réalité intéressante là. Bon, ça c'était l'immigration économique, l'entrée express. Puis quelques semaines après, je me suis retrouvé à Moncton
où j'ai fait 29 entrevues avec des intervenants et des bénévoles qui sont impliqués dans l'accueil et l'établissement des réfugiés syriens. Donc ça, c'est un autre projet, un projet que je mène avec une collègue à l'Université de Sherbrooke, et on s'intéresse à 3 villes, Moncton, Sherbrooke, Granby. C'est un projet qui s'intéresse donc à la perspective plutôt des petites villes. C'est un projet financé par le CRSH et aussi IRCC. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 27 projets qui ont été financés pour, en fait, comprendre ce qui s'est passé au pays, donner des résultats de recherche assez rapides et permettre, en fait, de voir en termes de capacité d'accueil, d'établissement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, 27 projets qui sont très différents. Notre projet part du principe aussi qu'on s'intéresse, en fait, à la comparaison de 2 provinces très différentes, ce qui s'est passé au Québec et ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, c'était très différent. On compare des petites villes et on a une approche, comme vous voyez, qu'on s'est basé sur des entretiens avec des intervenants. La question des bénévoles, pour moi, c'était très important. Parler à des bénévoles aussi, ça ressort beaucoup dans le terrain de Moncton. Faire des groupes avec les réfugiés, on est en train de faire ça. Puis il y a eu aussi quelques observations. Donc, c'est un beau projet parce que je trouve que ça nous montre une réalité pan-canadienne aussi. Rapidement, quelques données. On sait qu'au Québec, et si le tableau le montre bien, au Québec, le Québec a reçu surtout des réfugiés privés, donc des parrainés par le privé, tandis que le Nouveau-Brunswick et certaines provinces, vous allez voir, ont reçu surtout des réfugiés pris en charge par le gouvernement. C'est une grosse distinction qu'il faut faire dès le début, parce qu'on voit que ça a une conséquence un peu dans la manière dont les différentes villes aussi ont reçu des réfugiés. Alors, ce tableau, je ne sais pas s'il se rend bien, mais au Québec aussi, ce qu'il faut bien comprendre, on a eu des réfugiés pris en charge, surtout dans les régions, tandis qu'à Montréal, les réfugiés parrainés par le privé ont été surtout dans la région de Montréal. Une autre statistique intéressante aussi, ça nous ramène, mais là je vois que c'est pas bien sorti, je l'ai ici, tout simplement pour vous dire que Moncton est une des villes où il y a eu le plus de réfugiés par capita. Moncton, Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, Trois-Rivières au Québec. Donc, c'est sûr que les réfugiés sont allés surtout à Toronto, Montréal, Vancouver, mais il y a certaines petites villes, quand on voit les chiffres, c'est assez spectaculaire. Donc, rapidement, des données sur Moncton, Sherbrooke. Je crois, là encore, je reviens sur l'idée, la distinction réfugiés pris en charge, réfugiés parrainés, c'est très important. Sherbrooke, c'est un cas très intéressant parce qu'ils ont eu à peu près moitié-moitié. Donc, une église syriaque a donc pris en charge, a parrainé environ 150 réfugiés. Et il y a 100 réfugiés qui sont publics. Alors, à Sherbrooke, vous avez les deux. Et ça crée aussi des tensions, légères tensions, on m'a dit. Ma collègue Michel Vatslar-Roussy le regarde, surtout sur la question de la religion aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été discuté. Moncton, on a eu, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, plus de 434 exactement réfugiés pris en charge. Et à Moncton, on a surtout eu des réfugiés donc d'origine musulmane. Et ça aussi, c'est une question qui est très présente. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Moncton? Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir le processus, de comprendre ce qui s'est passé, partir du début. Je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais le Nouveau-Brunswick, on le sait, c'est une province qui a un besoin de population. Donc, on a beaucoup défendu l'idée d'accueillir des réfugiés avec un discours démographique aussi. Plus de 1500 réfugiés syriens au Nouveau-Brunswick. Dans le discours, dans l'action, dans tout ce qui s'est passé à l'automne 2016, il y a eu beaucoup de discours, de prise de position par la province, par les municipalités, sur l'argument démographique. On a donc eu quand même pas mal de réfugiés au Nouveau-Brunswick. On a vu qu'à Moncton, la ville s'est organisée très tôt. Le maire a été très engagé. Il y a eu des rencontres publiques. Les gens voulaient s'impliquer. Ça ressort beaucoup dans la recherche. Les gens voulaient s'impliquer. Mais il y a eu aussi un peu un tiraillement entre la structure d'accueil et d'établissement principale, Magma, qui avait le contrat donc du gouvernement fédéral pour l'accueil et l'établissement et qui a peut-être pas bloqué le système, mais qui a rappelé aux autres intervenants aussi que finalement c'était cette structure qui avait l'accueil et l'établissement et qu'il y avait des questions donc confidentialité. Il y avait toutes sortes de questions qui ressortaient. Dans nos entrevues, c'est souvent ressorti.
c'est une réalité qu'on a vue aussi dans d'autres villes. Donc la structure d'accueil d'établissement et sa relation avec les autres structures, c'est très important. Pardon, je vais peut-être reculer. Je me suis trompé. Donc en fait, la situation, elle a évolué en janvier 2016. Je dirais quand j'ai fait mes entrevues, cette période-là ressort toujours dans mes entrevues et c'est très fort. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Les acteurs sont... Il y a un crescendo. On était là en train d'attendre la journée fatidique, là, le moment... Et on le sent dans nos entretiens. Les acteurs sont... Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a de la communication, il y a de l'information qui circule, certains disent qu'il n'y en a pas assez, et puis après il y aura la cadence. C'est vrai qu'on est dans un système où les familles vont arriver à partir de janvier rapidement. Il y a des grandes familles, on s'y attendait peut-être moins, donc problème de logement, structure de logement, barrières linguistiques, santé des réfugiés, et ça nous amène en fait à réfléchir à toute la manière dont on a pensé l'établissement, la structure d'établissement. C'est intéressant, les entrevues aussi avec les principaux intervenants nous ont ramené souvent à cette idée-là que l'établissement, la question des réfugiés est venue un peu rapidement dans un système qui était en pleine restructuration aussi. Depuis des années au Canada, il y a eu vraiment des changements importants dans le système d'immigration, dans l'établissement. Il y a eu donc un contexte peut-être qui faisait que l'arrivée des réfugiés et le nombre a mis beaucoup de pression sur le système d'établissement. Il y avait aussi une idée que pendant longtemps, dans les plus petites villes, on a beaucoup parlé d'immigration économique. Ça, je crois que c'est ressorti aussi. On parlait d'immigration économique, d'immigration qualifiée. Et puis la question des réfugiés est un peu arrivée comme ça et ça a aussi un peu déstabilisé le secteur. Mais en même temps, je crois que quand je parle au-delà du modèle classique de l'établissement, ça a montré que la réalité, c'est des collaborations. La réalité, depuis une dizaine d'années aussi, quand on parle d'immigration et d'accueil d'établissement, c'est vraiment de penser en termes de collaboration. Et les entrevues que j'ai menées, en fait, j'ai fait tout ce tour-là, j'ai mené des entrevues avec pas mal de monde. Je me suis éloigné des structures d'accueil d'établissement, j'ai voulu aller voir plus loin. Et c'était fascinant donc de parler avec tout ce monde-là. À Moncton aussi, ce qui s'est passé, alors c'est peut-être d'abord, c'est un processus qui a mené, bien entendu, et les gens ici l'ont bien vécu, c'est à un moment, il y a eu une volonté donc de la ville et de faire peut-être les choses un peu différemment, donc de ramener autour de la table et de créer en fait une structure de gestion de crise. À partir du mois de février, on a créé donc le centre de commandement des incidents, qui est une structure qui est basée sur un modèle qui n'est pas du tout un modèle de gestion d'individus, mais c'est un modèle qui provient du ministère des Ressources naturelles. C'est un modèle qui permet en fait de réunir autour de la table une expertise en termes de grande logistique, d'établir un processus peut-être beaucoup plus clair et de mener des actions sur le terrain. Et tout ça, c'est venu en fait d'une réalité que l'arrivée massive, le manque de logement, le manque de structuration a fait qu'il fallait, pour éviter vraiment une crise, il fallait créer cette structure-là, qui n'a peut-être pas été, on ne l'a peut-être pas vu dans d'autres villes, mais ça a permis en fait de réunir tout ça avec Éric Arsenault, qui était le Chief Officer de la ville, et Moncton Fire Department, qui a donc joué un grand rôle pendant 6 à 8 semaines, qui a été très important dans ce qui s'est passé. Il y a eu aussi après, avec tout ça, ça a permis de voir qu'il y a finalement des pratiques, des outils qui sont très intéressants, qui ont permis donc de faire le travail à Moncton. Donc le programme des familles d'accueil, c'est très important. Il y a eu une équipe logement, il y a eu un centre pour tout ce qui était meubles. Il y a eu une clinique de santé, c'est très important aussi. Les deux régies de santé ont accepté l'idée d'une clinique de santé. Vous parliez de problèmes de santé. Ce qui est ressorti beaucoup dans mes entretiens, c'était le problème dentaire. Les dents, c'était une question qui préoccupait tout le monde au début. Fallait réagir à ça et il fallait trouver donc des moyens de régler ça. Il y a eu aussi les hôtels, c'est important. Là, je mets la nourriture, catering. Mais en fait, ça, c'est aussi une réalité de Moncton. Au début, on a voulu placer les réfugiés dans des logements direct, en passant au-dessus des hôtels. Dans d'autres villes au Canada, on plaçait d'abord les gens dans les hôtels, et après, on a voulu plutôt les placer dans des logements. Et c'est là que les choses sont un petit peu compliquées, parce qu'avec l'arrivée nombreuse, on a un petit peu perdu le compte, et
On craignait en fait pour la sécurité de certaines familles un peu isolées dans des logements. Le modèle a été remis peut-être vers des hôtels pour permettre aux choses de mieux se faire au début, pour ensuite aller vers les logements. Il y a eu des activités aussi très intéressantes à Moncton, mais rapidement, j'aimerais, pour les intervenants francophones, c'est important aussi, dans toute cette façon de faire au début, je crois que beaucoup d'acteurs de la communauté francophone ont exprimé leur souhait à faire partie aussi de l'effort pour accueillir les réfugiés. Et donc le CAFI, mais aussi d'autres intervenants, ont exprimé le désir de s'impliquer, de travailler en collaboration, de dire aussi à la ville, aux acteurs, à d'autres personnes qui avaient une expertise, donc au CAFI, en termes de bénévoles arabophones, par exemple, qui étaient déjà impliqués dans le réseau. Donc il y a eu une volonté de s'impliquer autour d'axes. Et puis on a bien vu que le français aussi pouvait être une opportunité pour ces réfugiés syriens, pour s'inscrire donc dans cette idée que tu soulignais de l'environnement bilingue. Mais je crois que le CAFI aussi, c'était une autre approche. Ça a toujours été aussi un peu la manière dont le CAFI a essayé de faire passer son message, c'était de dire qu'il y avait une autre approche aussi dans le contexte minoritaire francophone. L'enjeu de la langue, ça s'est ressorti dans les entrevues. Tout simplement vous montrer peut-être cet extrait d'une entrevue, mais c'est un peu long, mais pour comprendre aussi que les Syriens viennent d'un environnement particulier, qui est arabophone, qu'ils sont donc en fait dans un pays, qui viennent d'un pays où l'arabe est partout. C'est différent du Liban, comme la personne me dit, où là la langue est plus mélangée. Mais en Syrie, c'est un peu comme l'Algérie, on me fait référence à ça, un pays aussi qui a arabisé son pays, sa langue. Alors vraiment, ça joue beaucoup. Et aussi, on est donc dans un contexte où on fait venir à Moncton des réfugiés qui viennent surtout de milieux assez ruraux, éloignés. Donc la langue, c'était aussi une question que, en fait, même comme on a parlé au départ, c'était des réfugiés dont l'arabe n'était pas classique, c'était un arabe dialectal, et donc ça créait beaucoup de défis. Enfin, le rôle des bénévoles, pour moi, c'est très important, ou des volontaires, c'est fascinant. J'ai mené une dizaine d'entrevues avec les volontaires. Ce n'est pas des parrains, mais ça ressemble à des parrains, parce qu'ils sont tellement impliqués et encore un an après, certains volontaires sont toujours aussi impliqués, veulent s'impliquer. Certains ont peut-être décroché. Mais il y a vraiment beaucoup de facettes dans les entrevues. J'ai trouvé qu'il y a des éléments très positifs d'engagement, mais en même temps, il y a aussi un questionnement à se faire sur le rôle des volontaires et où la ligne est où. Je crois que parfois, c'est des questions qu'on ne pose pas. On parle beaucoup de bénévolat, mais ces personnes-là aussi certaines sont passionnées, engagées, mais ont mis beaucoup de pression aussi sur le système quand elles sentaient que les choses n'avançaient pas assez vite. Alors, il y a des bénévoles qui voulaient vraiment faire les choses eux-mêmes. Et on leur disait attention, il y a parfois des règles. Donc enfin, je termine. Voilà. Donc transformer cette réalité de Moncton avec l'immigration syrienne, je crois que ça transforme le paysage urbain. Ça, c'est une chose importante. Ça inscrit une autre présence dans la dynamique de petites villes arabo-musulmanes. On peut le voir comme ça. Ça change. C'est une autre forme d'immigration. Et c'est sûr qu'à Moncton, pendant longtemps, on avait peut-être une espèce de représentation de l'immigration économique venant de la Corée du Sud. C'est pas tout à fait le même genre d'immigration, mais là encore, ça a transformé aussi, ça transforme, et je trouve que c'est intéressant. Vont-ils rester? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les Syriens s'intégreront bien à Moncton? Vont-ils travailler? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais je dirais que mes entretiens et mon travail m'a permis aussi de comprendre aussi la réalité de ce qu'est Moncton, la manière dont une ville se présente dans son discours, dans sa manière de parler de ce parcours que la ville a fait et les acteurs ont fait dans l'accueil et l'établissement des réfugiés. Donc, toute la question de la résilience, je trouve que c'est très intéressant, comment des villes réagissent avec tous ces acteurs à la venue donc de nouvelles populations. J'arrêterai là. Merci. D'accord, merci. Donc, merci à tous nos panélistes qui ont exposé donc différents points de vue et puis différentes approches intéressantes sur l'accueil des réfugiés syriens. Ce qu'on remarque, c'est que il y a des défis de taille reliés
d'abord à la langue, à la santé, aux différences culturelles, aux besoins des familles et un grand besoin d'écoute, apparemment. Donc, on comprend que c'est un processus qui va être long et on se pose beaucoup de questions. Donc, peut-être que vous vous en posez aussi. On va prendre un peu de temps. On a combien de temps? Seulement? Ouais. C'est qu'on avait 20 minutes de retard quand on a commencé. Disons qu'on va prendre quelques questions quand même. Oui. 15 minutes? C'est allumé? Oui, jusqu'à midi 10. Alors, je vais vite. Alors, ce n'est pas une question. Ça fait presque 30 ans que je suis sur le terrain où on va dans les camps de réfugiés. J'ai des équipes un peu partout qui travaillent. On s'est mobilisé, évidemment, pour les réfugiés syriens. C'était un nombre incroyable, mais surtout, c'est pas tellement le nombre, mais c'est surtout dans un court laps de temps. Et les équipes, quand ils ont vu le soutien qu'on recevait, l'image qu'on recevait du pays, d'avoir toutes les communautés, celles dont vous parlez aujourd'hui, celles que vous représentez, celles qui sont représentées dans la salle, a vraiment nous donné une énergie nouvelle. Et je crois que c'est important qu'on vous dise merci, parce que nous, on l'aurait fait le travail, de toute façon, on serait allé dans les camps et ailleurs, mais de savoir que tout ce travail, il y avait à l'autre bout des communautés qui s'organisaient pour accueillir les réfugiés, c'est vraiment extraordinaire, et merci. J'aimerais ajouter que, oui, on a fait venir des réfugiés syriens. C'était très important de le faire à ce moment-là. Mais on a encore le même nombre qu'on va faire venir cette année. On a encore besoin de vous. On a encore besoin des communautés. Et ce sera évidemment pas tout en même temps. Ce sera difficile. Ce ne sera pas que des Syriens. Mais là, maintenant, il y a déjà des communautés où on pourra se greffer. Il y a des réfugiés de partout. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet engouement, ce désir de vouloir aider la communauté canadienne est allé au-delà des réfugiés syriens et ça nous a vraiment permis de pouvoir ouvrir des nouveaux canaux. Alors, effectivement, ce ne sera peut-être pas des gens qui sont par des parents qui ont vécu peut-être 20 ans dans des camps à survivre, plus ou moins. Les enfants apprendront la langue, s'intégreront, mais quand on parle du message qu'on doit passer de la communauté, au-delà de faire un recrutement de travailleurs, vous le faites, votre message vous-même, en montrant que vous êtes des communautés accueillantes. Et il n'y a rien qu'on puisse faire qui remplace ce message-là. Et je crois qu'il y a quand même une valeur importante que vos gestes vont au-delà de dire est-ce que ça ajoute 4 francophones ou pas. Nous, quand on va faire notre recrutement, je peux vous dire que les gens savent qu'on a des communautés accueillantes. Alors, je crois que n'oubliez pas ce que ça ajoute aussi comme image de la communauté. Alors, je vais juste vous dire merci à tous pour votre travail. Merci, merci. Bonjour, je m'appelle Paula Penen, je travaille pour le Réseau du Nord en Ontario. J'ai une question commentaire et question pour Mme Landry. Dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a quelques communautés qui sont reconnues sous la loi sur les services en français, qui sont des communautés bilingues, mais pour la plupart, on est anglophone. Et on a aussi accueilli des Syriens qui ont mis leurs enfants dans les écoles francophones, mais eux, ils poursuivent des études en anglais parce que, en fait, c'est nécessaire de connaître ou de parler anglais dans le nord-ouest de l'Ontario. Mais c'est pas seulement, je dirais que c'est pas seulement un défi, c'est pas parce qu'ils veulent pas apprendre le français, mais il y a certains systèmes en place qui les empêchent d'apprendre les deux langues en même temps. Par exemple, le clic et les lignes, on peut pas faire les deux en même temps. Exactement. Aussi, dans le nord-ouest en général, on a des grandes lacunes dans l'acquisition des langues pour les immigrants, point final. Donc là, on est en train de travailler sur un projet entre les pourvoyeurs des services déjà à Thunder Bay, mais qui ont une implication dans la région, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et on vient d'avoir une réunion la semaine dernière et on est sorti avec l'idée hybride. C'est-à-dire que déjà à Thunder Bay, le conseil scolaire catholique francophone qui s'appelle Aurore Boréale, ils offrent les parents, soit anglophones, allophones, quoi que ce soit, si leurs enfants vont à l'école francophone, ils offrent des cours de français aux parents gratuits. C'est soutenu par le conseil scolaire. Donc c'est déjà une modèle hybride qui existe. Donc, la question, est-ce que vous avez aussi exploré des modèles hybrides où vous pouvez offrir le français peut-être d'une façon
plus, pas aussi intensivement, mais quand même un français, comme ça ils peuvent éventuellement continuer dans les études français? Je ne peux pas parler pour le district scolaire francophone sud parce que nous, on est subventionné, mais on fait pas partie du district scolaire. Donc, mais à notre agence, on a commencé, par exemple, la semaine prochaine, on a un groupe focus de parents de familles immigrantes et de familles syriennes. Puis, on les fait venir pour justement discuter en français avec un interprète de qu'est-ce qui serait leurs besoins. Est-ce qu'ils seraient d'accord d'avoir plus de services de ce genre. Donc, on fait des petits pas, mais pour commencer dans la première année, il y avait tellement de travail à faire de base qu'on est peut-être pas rendu là encore. Maintenant, comme j'ai dit, je peux pas répondre malheureusement pour le district scolaire francophone sud, mais je sais qu'ils se donnent des cours en français dans les collèges communautaires. Maha pourrait répondre ça mieux que moi. Mais le problème, c'est aussi, comme vous dites, s'ils choisissent de prendre un cours en anglais en premier, ils n'ont pas le choix de prendre 2 langues. Donc, quand on les encourage dès le départ à prendre l'anglais, leur cours de français ne sera pas subventionné. Donc, ça sera à leurs frais. Selon moi, c'est une problématique. D'accord, merci. Une autre question. Maha voulait rajouter quelque chose. Oui. Ça marche, ça? Oui. Je vais juste rajouter par rapport à ça que justement la problématique des cours subventionnés existe partout, mais il y a un moyen d'y pallier, c'est des cercles de conversation qui peuvent être offerts par la communauté. On a énormément de bénévoles qui offrent des cercles de conversation à la bibliothèque de Moncton, chez nous au CAFI, dans d'autres organismes. Mais il faut juste être réaliste, je dirais, dans les attentes qu'on peut avoir par rapport à ces personnes-là. Quand ils choisissent l'anglais par défaut, ils le choisissent aussi, je dirais, parce que c'est le chemin le plus court vers l'emploi et que leur première priorité, ça reste l'emploi. Et encore une fois, venant d'un milieu multilingue, je ne m'inquiéterai pas tellement que les parents ne parlent pas le français si les enfants sont scolarisés. L'école fera le travail qu'il faut, la communauté fera le travail qu'il faut. Si la maman ou le papa ne parle pas le français, ça ralentirait, effectivement, mais ça ne serait pas l'obstacle majeur si l'école fait correctement le travail. Une autre formule d'accompagnement qui se fait avec les enfants, c'est le mentorat. Donc, on veut mettre en place, par exemple, un système de mentorat pour les enfants après classe, pour que justement, une fois ils finissent l'école, ils ne rentrent pas chez eux et se retrouvent dans un milieu arabophone. Donc là, ça, c'est d'autres formules, je dirais, un peu palliatives. Merci. Alors, une autre question, là. Oui, bonjour. Je m'étais déjà présentée ce matin et j'aimerais attirer l'attention sur l'importance du bénévolat au Canada. Nous, dans nos sessions de planifier pour le Canada, on sensibilise beaucoup les futurs immigrants sur l'importance du bénévolat dans la culture canadienne. Et ce matin, j'ai la preuve que ça marche. Oui, on sensibilise la communauté d'accueil à accompagner les immigrants quand ils viennent, mais nous, on sensibilise les immigrants quand ils sont encore à l'étranger à contribuer au bénévolat une fois qu'ils sont au Canada. Et j'ai la preuve ce matin que ça marche parce que dans la salle ici, j'ai un de mes participants à mon programme qui est venu ici à Moncton il y a moins de 2 mois, mais qui ce matin fait du bénévolat et qui est dans la salle ici. Et Yacine. Bien. Alors, peut-être une dernière question. Ah, il y en a 2. D'accord. Les 2 dernières questions. Allez-y. Merci. Juste un petit commentaire, un clin d'œil à Shedley pour dire que Moncton n'est pas la seule ville qui a su rassembler cette cellule de crise pour faire face et uniformiser et coordonner l'intervention dans le cadre de l'accueil des réfugiés syriens. Et aussi, je me vante toujours pour dire qu'au Manitoba, à Winnipeg, nous sommes parmi les seules provinces ou villes où aucun des réfugiés syriens n'a transité par un hôtel. Et ça, c'est une fierté. Autre chose, et ça, c'est un appel et une invitation à réflexion à tous les paliers gouvernementaux pour dire
que les panélistes ici présents aujourd'hui sont une belle illustration du travail et des efforts surhumains qui se font pour faire une différence positive dans la vie des gens qui viennent s'installer dans les différentes provinces et territoires et villes. Nous sommes en train, comme communauté minoritaire, en train de nous serrer les coudes, de nous aider, de nous appuyer les uns sur les autres, mais par moments, ça prend plus que ça. Ça demande des ressources financières. On vous donne des idées, on vous donne des projets. Aidez-nous à les réaliser et à la mettre en œuvre pour pouvoir faire une différence réelle, pour qu'on puisse concrètement concrétiser l'appui et l'intérêt qui est tellement dit et répété pour l'immigration francophone. Merci. Merci. Alors, on va prendre la dernière question. Ça va peut-être être un petit commentaire ou bien en tout cas. Je m'appelle Willy Willonja, je suis le président de la Fédération du Conseil d'éducation du Nouveau-Brunswick. Quand Madame a parlé du district scolaire, donc peut-être qu'on peut essayer de répondre. Mais avant ça, je voulais tout d'abord dire qu'on est d'abord très fiers de vous accueillir ici chez nous. Et aussi, vous devriez comprendre que le Nouveau-Brunswick, c'est vraiment l'image du vrai Canada. On est une province qui met en pratique la dualité linguistique du Canada. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que quand les réfugiés, je vais aller dans l'aspect scolaire, parce que c'est vraiment là-dedans que je suis, quand les réfugiés syriens sont arrivés ici, nous, on a voulu quand même que dans l'accueil, cette dualité-là soit respectée. Je pense que Chedli a passé par-dessus un tout petit peu et pas voulu aller dans le détail, mais quand même, ce que nous voudrions que même les réfugiés qui arrivent ici, la loi les dit aussi, quand c'est allophone, pas ni français ni anglais, il faut donner les choix à la personne de décider dans quelle langue est-ce qu'il veut soit parler ou bien vivre. Mais quand la personne choisit, dit « Ok, moi j'ai choisi le français », je pense que c'est là que nous, on avait des défis ici au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'à l'arrivée, ça je n'ai pas encore de réponse, mais est-ce qu'à l'arrivée, ces gens-là, on les présentait ces choix-là? C'était ça. Alors, mais je peux vous le dire, je pense que les deux panélistes l'ont dit, la communauté francophone du Nouveau-Brunswick était prête. Même dans les systèmes scolaires, on était prêt. Les districts francophones sud avaient même déjà engagé, on est, je pense, les premiers dans les 3 districts scolaires, à engager quelqu'un pour l'accueil des réfugiés, disons des élèves issus de l'immigration. Donc, nous avions déjà ça. Nos personnels enseignants étaient aussi préparés pour ça. Mais, comme Mme Landry l'a dit, c'est que les informations qu'ils recevaient devraient venir des districts scolaires. Donc, vous avez même mis un tableau qu'on avait deux élèves ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que sur 400, alors que c'est des grandes familles, c'est quand même assez important pour nous autres. Alors, quand on a essayé de ramener cette perspective-là à la province, ils nous ont dit qu'il y avait tout simplement quelques organisations ou des organismes qui étaient choisis pour accueillir des réfugiés. Pourquoi? Par quelle formule est-ce qu'on va faire les choix? Et puis, même ici, je ne sais pas si vraiment c'est des organismes qui se disent bilingues, ils devraient être ici aussi. Pourquoi c'est seulement les CAFI qui est ici? Est-ce qu'il y a les représentants de Magma ici? Ou bien les représentants de MCAF qui sont ici? Je ne sais pas. Mais quand même, ils devraient être là parce qu'ils reçoivent des clients de ces deux cultures du Nouveau-Brunswick ici. Donc, et aussi, ils devraient venir nous parler de leurs défis. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme défis? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail pour nous démontrer que nous avons essayé de les accueillir? Mais je suis très, très fier des peu de moyens qu'on avait et puis des peu de services qu'on avait, que nos élèves sont quand même bien accueillis dans nos écoles. Même à travers la Fédération nationale des conseils scolaires, on a même développé des vidéos en français puis en arabe. Ça, c'était pour aider, en tout cas faciliter cette intégration-là. Et puis même dans certaines écoles des districts francophones, il y a même des programmes de parents qui sont là pour aider ces élèves-là et leurs familles, pour faciliter leur intégration dans le système scolaire. Voilà là où je voulais arriver, mais j'espère que ça va continuer et on va quand même arriver à avoir des services qui sont plus adéquats à nos nouveaux arrivants. Merci. Donc, on va clore, comme on est un peu en retard, on va clore ce panel. Merci à tous les intervenants du public, les présents, puis les panélistes. Merci d'avoir enrichi cette session. Et je repasse la parole à Monsef. Merci beaucoup.
Ça va? Oui, parfait. Alors, merci beaucoup, Sylvia et les panélistes. Une bonne main d'applaudissements pour les panélistes encore. Merci beaucoup.